Le monde est en pleine mutation. Tout bouge à une grande vitesse. On parle déjà de la transition énergétique. Et le Congo est au cœur des enjeux. Il n'y a que les Congolais qui peinent à comprendre les choses. Oui, quelques personnes comprennent déjà la chose. D'où cette guerre. Oui, nous sommes au cœur des enjeux et nous devons être au point. Nous devons être à la page. Nous allons parler de Datcom Mining SA, un projet faramineux. Quel est l'état des lieux du projet de lithium et d'électron de Manono? Nous ne sommes pas au Rwanda, Manono c'est en République démocratique du Congo. Les surprises continuent dans ce pays béni par l'Éternel Dieu. Alors, pour répondre à cette question sur l'état des lieux, nous avons fait appel à un expert minier qui est avec nous sur ce plateau, Donat Sargent, Ngandou Kangoudi, certains diront Ngandou Kangoudi. Bienvenue. Merci, merci M. Fabi. Vous êtes expert minier, je l'ai dit. Vous êtes ingénieur, chimiste, formé à l'UNASA, Université nationale du Zaïre, campus de Lubumbashi, aujourd'hui Université de Lubumbashi. Vous êtes technicien A2, formé A2 chimiste, formé à l'école technique de Mutoshi, la très réputée l'école de Mutoshi, qui a formé des grands ingénieurs connus ici au Congo et ailleurs. Mandataire en mine et carrière, vous êtes également diplômé et ingénieur expert de l'Institut national polytechnique Lorraine à Nancy, en France. Vous avez un master en valorisation. Je préfère qu'on fasse le focus sur vous, justement master en valorisation des minerais de l'Institut national polytechnique de Lorraine, toujours à Nancy, en France. Vous êtes diplômé en management de l'école de gestion Stellenbosch en Afrique du Sud. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, je ne suis pas expert en anglais. Enfin, vous avez un master en gestion des affaires de Business School International aux Pays-Bas. Plus de 40 ans d'expérience, vous détenez ça sur le continent ou sur 3 continents principalement, dans des sociétés internationales comme Areva, comme Hatch et Orley, Pesson, Goldfield en Afrique du Sud et tant d'autres sociétés dont nous peinons à prononcer très bien les mots en anglais. Alors, j'ai quand même tout dit sur vous, ou il reste quelque chose à dire encore? Oui, merci M. Fabien. Merci de m'avoir sur ce plateau de télévision et merci aux téléspectateurs qui nous suivent. Oui, ce que je pourrais ajouter, j'ai participé, dans certains cas, j'ai dirigé la construction de plusieurs usines, je dirais au moins 15 usines, et j'ai sponsorisé ou dirigé des études de faisabilité qui ont certaines abouti à la construction des usines, donc à la concrétisation des projets. Et voilà, ça c'est moi. Voilà, et tous ceux qui sont sortis des Mutoshi ou de l'UNASA, ils peuvent retrouver leurs anciens collègues sur ce plateau. Vous sentez qu'ils sont partis et ils restent au pays parce que on est toujours mieux que chez soi. Alors, je voudrais qu'on commence par le début. D'abord, Datcom Mining SA, c'est une entreprise justement qui se lance
ou qui a comme vocation justement exploiter et transformer le lithium et l'étain dans le Manono. Nous sommes en République démocratique du Congo, une entreprise de ressources transformatrices axée sur le soutien de la transition énergétique verte mondiale, l'amélioration de la vie des communautés d'accueil et la fourniture simultanée d'avantages à long terme pour les parties prenantes et l'environnement. La toute première préoccupation, vous allez vous y étendre. Où en sommes-nous avec ce projet? Oui, Monsieur Fabien, merci pour la question. Le projet a très bien avancé depuis l'entrée de AVZ International Limited dans la JV en 2017. Du fait de ses capacités techniques et financières, en fait, elle était l'actionnaire capable de développer le permis 13359, qui était en fait le seul actif de la JV après que d'autres actifs aient été transférés ailleurs. Donc on a laissé seulement dans la JV seulement le PR 13359. Alors, ce PR a traversé plusieurs phases de développement, dont notamment l'exploration pour évaluer les ressources, entre parenthèses les ressources inférées, indiquées, mesurées, et puis la transformation en réserve. Deuxièmement, à partir des ressources, nous avons construit un modèle géologique. À partir du modèle géologique, nous sommes passés au développement d'un plan minier basé sur les réserves. La prochaine étape a été la réalisation des tests métallurgiques en fait pour définir les produits marchands qui devaient être mis sur le marché. Et enfin, il y avait toutes les études conclues qui ont été résumées dans une étude de faisabilité qui démontrait en fait que le projet était économiquement réalisable. En fait, ce que je vous dis ici, c'est la chaîne de valeur de l'étude qui est en fait suivie à l'international. Si l'on veut augmenter la valeur du projet sur la courbe de valeur, c'est très important. Quand on prend un projet, au départ, la valeur est pratiquement nulle parce que personne ne s'y intéresse. Mais dès que vous suivez le schéma que je viens de donner, vous augmentez petit à petit la valeur du projet. C'est ainsi que cette étude de faisabilité a été achevée en fait en 2020. 2020, ça va faire exactement 3 ans. 3 ans. Or, un permis, il est donné pour une durée, un permis de recherche, il est donné pour une durée de 5 ans. Donc, en 3 ans, AVZ International est parvenu à mettre sur la table une étude de faisabilité qui démontrait que le projet était économiquement faisable, économiquement réalisable. Et ça a provoqué l'engouement, en fait, à la bourse d'Australie, parce qu'en fait, AVZ avait mis en évidence l'existence d'un gisement énorme, un gisement en roche dure, qui était le plus grand gisement dans le monde. Donc ça, c'était un projet de classe mondiale. 2 axes, justement, mais au-delà de ces 2 axes, vous avez ciblé 4 piliers. On peut en savoir? Oui, mais avant, je vais répondre à votre question. Le fait que ce projet a causé cet engouement, dans la JV, il y avait des partenaires qui voulaient s'en aller, qui avaient déjà signé des accords. Eh bien, dès que
l'intérêt du projet a été démontré. Les gens ne voulaient plus partir. Il n'y a pas que les gens qui ne voulaient plus partir. Il y a des gens, des nouveaux partenaires, soi-disant partenaires, qui voulaient entrer dans le projet d'une façon irrégulière. Alors, cette étude de faisabilité a été déposée suivant les procédures dans le pays pour la conversion du permis de recherche en permis d'exploitation. Et nous avons connu beaucoup de péripéties et jusque-là, nous attendons toujours ce permis d'exploitation pour un projet qui a causé autant d'engouement qui a mis le Congo. Les bourses dans le monde et surtout en Australie, justement la bourse australienne. Mais ce permis, il est dans les pipelines, il est à quel niveau? On ne comprend plus rien là. Ah, mais tout justement, nous attendons encore le permis d'exploitation. Nous sommes allés à travers plusieurs péripéties pour un projet qui a mis le Congo sur une plateforme internationale au niveau du lithium, donc au niveau de la transition énergétique. En fait, pour la transition énergétique, il n'y a pas que le lithium, il y a le cobalt aussi. Donc le Congo y était déjà, mais le Congo a renforcé en fait sa position sur la plateforme internationale avec le lithium aussi, qui a été démontré qu'il y avait des réserves importantes au Congo. Alors, pendant ce temps, donc, la réalisation pourra justement nous accompagner dans ce que nous avons prévu pour donc à cette fin. Je reviens sur les deux axes fondateurs de ce projet de lithium et d'étain, et également les 4 piliers pour la transformation, le développement de Manono et les provinces environnantes. Oui. En fait, le projet, effectivement, s'articule autour de 2 axes. C'est le développement des ressources naturelles ou ressources minérales et celui des infrastructures, lesquels développements, en fait, sont couverts par la loi 14/005 du 11 février 2014 sur la Convention de collaboration de développement. En fait, cette loi fixe les dispositions particulières et le régime fiscal, douanier, parafiscal, les recettes non fiscales et de change applicables aux conventions de collaboration et aux projets de coopération dans le cadre du partenariat public-privé. Alors, la motivation de cette loi-là est la nécessité de doter le pays d'un cadre juridique particulier et un régime spécial, en fait, dans le souci d'inciter les investisseurs en vue de la réhabilitation des secteurs porteurs de richesses naturelles. Par exemple, pour Manono, qui est éloigné et sans infrastructure et sans développement décent des ressources naturelles. Alors, pour concrétiser, en fait, cet aspect de la convention de collaboration, nous avions travaillé avec une délégation interministérielle. Et le résultat était que nous sommes arrivés à un projet de convention de collaboration et un projet de décret qui est passé en ECOFIN au niveau des ministres, qui est passé par la commission loi et texte et finalement atterri au secrétariat du gouvernement. Et de là,
ils ont renvoyé ça à la commission loi et texte juste pour toilettage. Et depuis lors, silence radio. Donc ça, c'était en août 2022. Alors, j'irai un peu plus loin. Par ailleurs, les pesanteurs là, ce que c'est déjà une guerre entre les géants du monde. Est-ce que nous avons raison de penser comme ça? Probablement. Il y a des gens qui sont intéressés, qui voulaient un peu freiner le développement. Oui, nous pouvons penser à ça. Mais par ailleurs aussi, l'intention était ferme de la part de AVZ et d'ATCOM, en fait, de créer une zone économique spéciale à Manono pour aussi attirer les investisseurs. Donc ça, c'est un autre instrument juridique que nous avons pensé utiliser, donc en se basant sur la loi 14/022 du 7 juillet 2014, qui fixe en fait le régime des zones économiques spéciales en République démocratique du Congo, et aussi avec tout ce qu'il y a comme décret y afférent. Alors, pour concrétiser cette loi, nous avons travaillé avec, encore une fois, le ministère de l'Industrie. C'est comme pour la convention de collaboration, nous avions travaillé pendant des mois avec le ministère de l'Industrie. Alors, ils nous ont donné la ligne de conduite pour faire la demande de la zone économique spéciale, et nous sommes en train de finaliser toute la documentation pour le moment. Un autre instrument juridique qui peut être utilisé pour le développement des ressources naturelles et les infrastructures à Manono est en fait contenu dans l'article 220 alinéa 3 du Code minier de 2018, qui prévoit que le Premier ministre peut par décret délibérer en Conseil des ministres accorder un certain nombre de mesures incitatives à l'endroit des provinces souffrant de déficit d'infrastructures pour booster leur essor économique à partir des ressources minières. Et ça, c'est le cas de Manono. Manono est éloigné, il n'y a pratiquement rien. Là-bas, c'est vrai, il y a tous ceux qui font l'exploitation artisanale, mais ce n'est pas ça qui va développer Manono. Donc, nous pensons que le Premier ministre peut effectivement prendre avantage de ce décret qui est dans le Code minier de 2018. Donc, voilà en ce qui concerne les instruments juridiques qui peuvent aider au développement de Manono. Maintenant, en ce qui concerne les 4 piliers auxquels vous avez fait mention, effectivement, il y a 4 piliers dans ce projet. Le premier pilier, c'est l'extraction minière pour produire le minerai. Le deuxième pilier, c'est le traitement minéralogique qui va produire le concentré de spodumène. Je fais une petite parenthèse ici. C'est vrai, on parle de spodumène, on parle de lithium. Est-ce que les gens comprennent effectivement de quoi il s'agit? Vous pouvez leur expliquer Oui. lithium, et les termes sont purement techniques. Oui. J'ai introduit qu'il s'agit des minéraux qui entrent en jeu ou en composition dans le cadre de la fabrication des batteries électriques qui vont bientôt nous faire oublier les gasoils et l'essence, et ainsi de suite. Donc, le produit pétrolier ou les énergies fossiles. Ouais. Voilà. En fait, le lithium est contenu dans le cas de Manono, il est contenu dans un minéral qu'on appelle le spodumène. Et le spodumène
est entouré par toute une série de composantes qui sont le feldspatch, le mica et d'autres, de la silice et des silicates. Donc il y a plusieurs minéraux dans le produit qui contient le lithium. Non, je corrige, il y a beaucoup de minéraux qui sont dans le minerai. Oui. Ouais. Alors, quand on prend le spodumène ne contient que spodumène, donc minéral pur, ne contient que au maximum 8% de lithia. Lithia, c'est l'oxyde de lithium. Et c'est comme ça qu'on définit en fait la teneur du lithium dans le minerai. C'est en forme de lithia, oxyde de lithium. Donc, c'est seulement 8%, le maximum. Le maximum. Alors, dans le minerai de Manono, nous n'avons que 1,6% de lithia. Comment expliquer ça? Oui, 1,6%. C'est la nature. Donc c'est ça la teneur. Oui, c'est ça la teneur. Alors, la concentration maximale qu'on peut atteindre, si c'était possible, c'est 8%. Mais la réalité est que on ne peut atteindre que 6%. Et 6%, on appelle ça, c'est la qualité chimique sur le marché. Donc il faut renforcer la capacité de ce qui doit être produit à Manono. Oui. Donc, le deuxième pilier, qui est le traitement minéralogique, va nous amener à produire le concentré de spodumène. Donc, c'est un concentré qui ne contient que au 6% de lithium. 6%. Et c'est ça la qualité chimique. Parce qu'il y a d'autres producteurs qui produisent du concentré de spodumène à 5,5, mais il y en a très peu qui vont jusqu'à 6. Mais à Manon, on peut aller jusqu'à 6%. Donc le processus là, il continue, ce n'est pas terminé. Non, ce n'est pas terminé. Alors le troisième pilier que nous avons mis dans l'étude de faisabilité, c'est d'aller à une transformation. Et la transformation, elle est chimique. Qui doit se faire toujours sur place à Manono. Oui, ça va se faire à Manono. Et là, nous allons produire le sulfate de lithium. Le sulfate de lithium. Et cette conversion chimique, nous prévoyons de la mettre dans la zone économique spéciale de Manono. Et ça sera l'activité d'ancrage qui devra attirer d'autres investisseurs. Nous sommes là déjà dans ce qu'on appelle plus-value. Ça, c'est la plus-value. Processus de plus-value. Définitivement, c'est la plus-value. C'est un produit qui a un prix plus élevé que le concentré de spodumène. Un investissement qui va obliger d'autres investisseurs d'être là, de venir là. Oui. Alors, le processus de transformation, ça devient intéressant. Oui. Alors, le quatrième pilier, c'est les infrastructures. Alors, quelles sont les infrastructures qui sont concernées? Il y a la voie de desserte minérale, je vais l'appeler desserte minérale. Voie de desserte minérale. Ce sont des voies qui vont aider à transporter les minéraux. Oui, les minéraux. Parce que Manono est éloigné, enclavé. Oui. Et les gens ne se rendent pas compte. Et peut-être c'est ça qui a refroidi un peu tous ceux qui voulaient venir s'aventurer là-bas. Ingénieur Ntomba nous présente là quelques photos
bon, ben, on reviendra pour que vous puissiez nous expliquer. Ça devient... Vous savez que votre domaine demande qu'on soit vraiment bien rodé. Alors, qu'est-ce qui fait une question banale, question terre-à-terre? On voit sur les réseaux sociaux des jeunes Congolais qui ramassent quelques pierres comme ça. Et quand ils mettent les deux fils debout, donc, avec l'ampoule, ça s'allume. Et on dit, mais regardez le lithium au Congo. C'est quoi ça finalement? Quel est le phénomène là? Il y a une recherche qui a été, une investigation qui a été menée pour comprendre ce phénomène. En fait, l'investigation, le résultat de l'investigation était que c'était un montage. Un montage? C'était un montage. C'est pas vrai. On ferme la parenthèse. Oui. Ok, on continue avec les pliés. On sent que cet investissement va appeler d'autres investissements et vous êtes déjà au niveau de voies de transport des minéraux. Oui. Alors, pour que le projet soit faisable, il a fallu que nous puissions investir aussi dans le développement des infrastructures. Et les infrastructures qui sont concernées, c'est notamment les routes, parce qu'il faut transporter le concentré ou le sulfate de lithium de Manono à Kabondo Dianda et de Kabondo Dianda voir une station intermodale. Piana, qu'on appelle justement Piana Mwanga. Non. Kabondo Dianda d'abord. Oui. Où il y aura une station intermodale pour faire le transfert de camions au rail, donc au wagon. Alors, donc les camions d'abord jusqu'au wagon, et ça va appeler ça va au les port. Infrastructures routières et ferrailles, ferroviaires. Il y aura une petite infrastructure ferroviaire. Elle est concernée, elle a été prévue dans l'étude de faisabilité. Alors, il y a la route Manono-Mpiana-Mwanga qui doit être retapée parce que il y a la station, les stations hydroélectriques donc Pianamwanga qui doivent être nous sommes déjà au niveau de la production de l'électricité. Production de l'électricité, c'est une infrastructure qu'il faut retaper. Parce que, rappelez-vous, à Manono, il n'y a pas... Avec des centrales thermiques? Non, ça sont des centrales hydroélectriques qui ont été détruites vers les années 97 par les rebelles. Je ne vais pas entrer dans l'histoire. Complètement détruite. Même la ville avait été complètement détruite. Ouais. Et là, ça va d'abord ressembler à ça, des mines. Oui, ça va ressembler à ça. À la zone, donc au transport qui va amener jusque dans les zones économiques. Mais ici, ça montre seulement la mine. La mine. Ça, c'est une mine, c'est une carrière à ciel ouvert. Oui. Alors, ça fait partie du projet aussi. Production d'électricité, production d'eau potable, l'eau sanitaire, l'éducationnel et même l'aéroport de Manono. Le projet, il fait rêver, il fait baver. Et du coup, c'est maintenant les Congolais qui sont pressés, mais les décideurs, eux, ne sont pas pressés. C'est l'impression que j'ai. Bon, malheureusement, c'est l'impression que nous avons. Mais pour être concret, je voudrais donner un peu plus de détails. La mine aura une production de au moins 4,5 millions de tonnes par an. Il faut retenir que nous avons toutes réserves combinées. Nous avons à peu près 130 millions de tonnes de minerais en réserve, mais par an, nous allons consommer à peu près 4,5 millions de tonnes par an de minerais. Alors, l'usine de traitement aura un débit de 4,5 millions de tonnes. 4,5 millions de tonnes par an.
De lithium? Non, de minerais. De minerais. De minerais. Dans le minerai, il y a des minéraux. Oui, oui, dans le minerai, il y a les minéraux, ok, Oui. dont le spodumène. Voilà. Ok. Alors, ça passe par l'usine de traitement et l'usine de traitement produit 700 000 tonnes de concentré de spodumène. Ok. Et c'est déjà un produit marchand. Le président de la République a raison de présenter le Congo comme pays solution partout où il va. Vous lui donnez raison? Ah non, définitivement. Définitivement. Mais il faudrait que nous puissions passer de paroles aux actes. Paroles aux actes. Aux actes. Des discours à la praxis. Oui, oui. C'est extrêmement important. D'autres couvertures de ce projet? Nous allons produire aussi de l'étain, à peu près 3000 tonnes par an d'étain. C'est vrai, il y a du tantal, niobium, mais ça sera pris comme crédit. Mais il faudra que en français facile, ça signifie quoi? Ce sera comme crédit. Donc, le concentré est analysé. Et s'il y a du niobium ou bien du tantal, ok, nous allons comptabiliser ça avec l'acheteur. Donc, si on comprend bien, ce projet est pharaonique. Oh non, définitivement, définitivement. Alors, pour être concret encore, une partie du concentré de spodumène sera transformée en sulfate de lithium. Donc, concrètement, nous avons fait la conception d'une usine d'une capacité de 146 000 tonnes d'alimentation en concentré spodumène et qui va produire en fait aux environs de 46 000 tonnes de sulfate de lithium, qui est le produit chimique, avec une plus-value. Alors maintenant, la fabrication des batteries électriques, c'est une autre étape qui va se faire en dehors du pays. Pas nécessairement, ça dépend de plusieurs facteurs, parce qu'il faut avoir les licences, il faut avoir l'électricité. Oui, oui, parce que vous ne m'avez pas posé la question de savoir pourquoi vous vous arrêtez à 46 000 tonnes, 146 000 tonnes de spodumène, parce que nous produisons 700 000 tonnes. Oui, mais pourquoi? Mais nous ne transformons que 146 000 tonnes. Pourquoi cette limite? Mais la limite, c'est l'électricité d'abord. C'est la quantité d'électricité limitative. Donc il faut absolument commencer par installer les infrastructures des productions de l'électricité, les infrastructures routières, ferroviaires, avant de commencer la production. Oui, effectivement. Effectivement, il faut les infrastructures, comme je l'ai dit, dont nous allons réhabiliter, par exemple, les stations hydroélectriques de Mpianamwanga. Première étape, c'est à peu près 31 MW. Deuxième étape, à peu près 13 MW de puissance installée. Et ensuite, il y a les routes. C'est 340 km pour arriver à Kabondu-Yanda. C'est 90 km pour arriver à Mpianamwanga. Ensuite, vous avez les lignes de transfert d'électricité de Mpianamwanga vers Manono, de sous-station pour monter en puissance, en voltage, et puis réduction en voltage. Donc tout ça a été pris en compte. Alors il faut l'adduction d'eau, parce qu'il n'y a pas d'eau potable à Manono. Il faut commencer par mettre la population à l'abri des maladies hydriques et d'autres maladies liées à la production, aux effets néfastes de la production minière. Effectivement. Donc ça attire l'attention sur les hôpitaux. Donc il faut que nous puissions retaper l'hôpital
de Manono, que nous construisons une clinique pour nos travailleurs. Il faut des routes internes dans les mines. Oui. Il faut construire une école technique parce que nous devons former nos gens. En fait, là, ça me rappelle un peu là où j'ai été à Mutoshi. Donc il faut une autre école technique de Mutoshi, mais ça va être école technique de Manono sur place. De Manono, effectivement. Au lieu d'envoyer toujours les enfants à la faculté de droit pour qu'ils reviennent se chamailler et nous créer des soucis. Bon, les 340 km Manono au Kabondo Dianda, ça sera en terre battue? C'est en terre battue d'abord. Voilà. Définitivement. N'oubliez pas, on nous a souvent accusé que nous avions augmenté les coûts, etc., etc. Mais nous disons, mais non, écoutez, une étude, quand elle a été acceptée par une bourse, ne croyez pas que elle n'est pas passée par un examen. Alors, nous avons comparé. Quand vous terminez une étude de faisabilité, ça je donne une règle générale, vous terminez une étude de faisabilité, qu'est-ce que vous faites? Vous comparez aux autres études. Vous comparez aux autres études de faisabilité pour voir si vous êtes dans les régions acceptables et vous avez suivi toutes les règles. Alors, nous avons comparé l'étude de faisabilité de Manono à d'autres études, une dizaine d'études. Et je prends le cas du projet de Kathleen Valley en Australie, qui produira la même quantité de concentré de spodumène, donc 700 000 tonnes de concentré de spodumène par an. Cette étude coûte aux environs de 400 millions de dollars. 400 millions Juste de dollars. Une étude de faisabilité. Non, c'est le coût du projet. Le coût du projet. OK? Vous n'avez pas mis, c'est pas minorisé là? Non, c'est pas minorisé. Alors, la nôtre, nous avons dit à peu près 550 millions, donc en dessous de 600 millions de dollars. Alors, quelle est la différence entre les deux? Chez eux, l'électricité, disons les infrastructures sont déjà fournies par l'État. En Europe ou dans le monde développé, vous voulez installer une activité industrielle, l'État vient déjà avec l'électricité, avec les routes, etc. Et voilà. Pour vous faciliter. Mais nous sommes ici où nous devons prévoir tout ça nous-mêmes. Oui. Okay. Je comprends que l'investisseur doit venir pour faire tout. Parce que le terrain est chaste ou vierge, comme le dit. Oui, mais alors, nous avons prévu réhabilitation des routes, eau, électricité, d'où le coût de 545. Voilà. OK, mais je n'ai pas fini. Et dans les 545 millions, nous avons prévu une usine chimique. Donc, il n'y a pas que la production de 700 000 tonnes de concentré de spodumène. Donc, il y a aussi la production de 46 000 tonnes de sulfate de lithium. Et voilà. Nous avons là, avec ingénieur Ntumba et Carly, nous proposent une carte. Manono est voisin de Kalemie, du Olomami, voilà, du Katanga. Donc, vous voyez, comme vous avez dit, c'est enclavé. Oui. Alors, ce projet, on sent qu'il va beaucoup résorber le chômage. Il va combattre le chômage. Il va réduire le chômage. Vous pouvez estimer combien de Congolais seront employés là-bas? Oui. Avec aussi l'expertise étrangère. Oui, merci pour la question. Pour le moment, nous employons 220 personnes.
À l'exécution, l'effectif montera à 600. C'est pourquoi nous construisons déjà les logements. Les logements sont en train d'être construits au moment où je vous parle. Vous construisez le logement des travailleurs? Oui, mais qui vont être... La licence n'est toujours pas accordée. La licence n'est pas Quelle encore... foi avez-vous comme ça? Une foi comme à l'église? Mais non, nous avons foi dans le président de la République parce que ça va supporter la vision du chef de l'État. Le Congo est un pays solution. Donc nous avons foi dans le président de la République. Donc nous allons employer à l'exécution 600 personnes. Et après exécution... Pour le moment, c'est 220 personnes. 220. Vous êtes au stade, on peut dire au premier stade après les études de faisabilité. Maintenant, vous projetez employer jusqu'à 600 personnes. Oui, pendant l'exécution. Pendant l'exécution du projet, nous allons arriver à 600. Et après exécution, nous sommes dans la phase exploitation. Oui. Et là, nous allons employer, première phase, à peu près 1230 personnes. Et deuxième phase, nous allons augmenter la production du lithium, de sulfate de lithium avec à peu près 200 personnes. Donc la phase, la deuxième phase, c'est la phase finale. Disons pour le moment, nous regardons un peu horizon 5 ans, mais les choses vont s'améliorer. Sans pour autant parler de l'impact sur le plan de la réduction du chômage, l'impact qu'amènera d'autres investissements, justement, qui vont venir dans le cadre de la zone économique, qui vont venir dans d'autres étapes de ce que vous allez créer. La sous-traitance congolaise va se retrouver. Et voilà, c'est comme je l'ai dit, le projet faramineux. Et plutôt pharaonique. Oui. Effectivement, avec la création de la zone économique spéciale, bon, en termes de préparatifs, bon, nous pensons qu'il y aura le terrassement. Évidemment, la zone économique spéciale va se faire en partenariat avec l'État. Donc là, nous avons terrassement, les bâtiments administratifs, donc administration, guichet unique, voirie, électricité, eau, sécurité, gestion des déchets. Cette zone économique spéciale va attirer des investisseurs, comme vous l'avez souligné. Il y aura d'autres investisseurs qui vont arriver dans la zone économique spéciale, et spécialement les secteurs que nous prévoyons, c'est notamment la manufacture, l'agro-industriel et les services de maintenance. Et tout ça va créer une activité économique accrue dans Manono et qui va aider à transformer Manono en une ville moderne. Avec beaucoup d'impact positifs Ouais. sur les provinces environnantes et même le pays en général. Alors, à ce stade, où en sommes-nous avec les préparatifs de AVZ dans le cas du projet? Est-ce qu'il y a des choses, de la logistique qui arrive sur place? Oui, avant d'en arriver là, je voudrais souligner encore sur le développement de Manono avec la zone économique spéciale. Parce qu'en fait, toutes ces activités, que ce soit la mine, traitement minéralurgique, traitement chimique, les infrastructures, la zone économique spéciale, tout ça va contribuer au développement du territoire de Manono, qui est en fait, qui fait partie de 145 territoires, un projet très cher au chef de l'État. Donc, quelque part, nous allons contribuer au projet du chef de l'État en développant Manono avec notre projet. Alors, en termes de... Pour revenir à votre question, en termes d'équipement, effectivement, l'équipement est en train d'arriver sur le site. Petit à petit, l'équipement arrive. Voilà. Maintenant, concernant, c'est le clou de cet échange que nous avons voulu pédagogique.
Je vous ai laissé suffisamment de temps pour étaler ça parce que c'est vous-même l'expert. Parlons quand même de l'état des lieux et déchets de Mpiana Mwanga. En tout cas, merci pour la question. En ligne avec la privatisation du domaine de l'électricité, suivant la loi 14/011 du 17 juin 2014. Remarquez, toutes ces lois, c'est en 2014, hein, des lois intéressantes. Donc cette loi est relative en fait au secteur de l'électricité. Les stations hydroélectriques ont fait l'objet d'un protocole d'accord entre AVZ Power, qui est une société qui est juste focalisée sur l'électricité, donc entre AVZ Power et le ministère de ressources hydrauliques et électricité. Oui. Oui, oui. Il faut vous rappeler d'abord que, suivant le code minier, une société ne peut pas avoir d'autre objet social que les mines. Donc, AVZ International ne pouvait pas aller sur les mines, sur l'énergie. Donc, c'est AVZ Power. Alors, suivant les accords, le protocole d'accord, une étude de faisabilité et les études environnementales devraient être conclues et présentées au ministère des Ressources hydrauliques et électricité. Ce qui a été fait. Et les études ont été validées par le ministère des Ressources hydrauliques et électricité. Nous attendons juste le contrat de concession. Et voilà. Et on attend toujours. Alors, si les décideurs estiment que l'OTAN est toujours là pour le Congo, eh bien, nous, dans les médias et peuple congolais, nous sommes la vraie société civile. Nous nous empressons pour les exhorter à agir vite parce que le peuple ne peut pas mourir et quitter ce pays sans vivre les bienfaits ou les bénéfices de toutes les richesses que Dieu a placées dans le sous-sol. Manono, c'est un village. Alors, pour transformer Manono et les provinces environnantes, il faut agir vite. Évitons plutôt la bureaucratie, cette bureaucratie qui fait du mal à notre peuple avec cette administration qui donne parfois des soucis, que les gens travaillent pour le Congo et non pas pour leur propre ventre. Où est ma part? Yanga Musunyeza wapi? Et que les guéguerres cessent entre les décideurs et qu'on voit les investisseurs sérieux au lieu de seulement se faire graisser les pattes. Tout est dit, ça n'engage que moi, pas l'invité. Lui, il est dans l'aspect purement technique et l'impact de ce projet sur Manono et les cités, provinces environnantes. Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes Dona Serge Ngandou. Vous êtes un expert minier et nous vous avons suffisamment présenté au début de cet échange. À très bientôt. À très bientôt, M. Fabi. Au revoir.